bosse. Oui, oui, parce que l'écriture, c'est aussi du travail. Et c'est pas aussi, c'est du travail. Et c'est aussi pour ça que les gens peuvent en faire un métier à un moment donné. C'est parce qu'ils le prennent comme un travail. Les écrivains qui disent je me lève le matin, j'écris 4 heures du matin à 8 heures, ou je sais pas quoi. Bon, moi, j'ai jamais testé ça, parce que d'abord, j'ai pas assez de temps pour ça et que j'ai du mal à me lever très tôt. Mais c'est pas du dilettantisme si tu veux vraiment aboutir à quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur ce nouvel épisode de la chronique Ne laissez pas vos rêves sans surveillance. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir et d'accueillir une de mes amies, Pascale Pujol, l'écrivaine. Merci, moi aussi je suis très contente d'être là ce matin, Axel. Comment ça va, Pascale ? Très bien, il fait pas beau mais tout va bien. Bon, merci d'accepter de prendre le canapé de Ne laissez pas vos rêves sans surveillance. On va passer un peu de temps ensemble pour évoquer comme à chaque fois un peu les rêves, l'enfance, la vocation, le métier d'écrivaine, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on partage le même éditeur. D'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, Pascale Pujol, donc moi j'écris depuis 10 ans, donc c'est comme ça qu'on s'est connus, mais j'ai une autre vie à côté, puisque j'ai été longtemps journaliste, et depuis maintenant une vingtaine d'années, je suis consultante, donc je manie plutôt les chiffres. Je travaille. Ça consiste en quoi? C'était ça la question? Non, j'allais dire, ces deux activités, j'imagine que c'est ce qui te fait vivre. Ah oui, enfin le journalisme m'a fait vivre et aujourd'hui c'est mon métier de consultante qui me fait vivre, oui bien sûr. D'accord. Journaliste, tu étais... J'ai travaillé en presse professionnelle dans le monde du textile et de la mode. Et j'ai gardé un goût pour, non pas la mode dans l'absolu, mais le tissu, c'est pour ça que je... D'où le débat sur ce nouveau canapé crapaud. Oui, le crapaud à bosse que tu viens de refaire et que je regardais. Oui. Voilà, d'accord, ok. Donc, combien de temps dans le journalisme ? J'étais une dizaine d'années. C'était quand même le métier pour lequel j'ai fait des études. J'ai fait des études de sciences politiques et de journalisme. J'ai démarré dans le journalisme. Ok. Et puis, à la faveur des années 2000, j'ai eu l'opportunité. J'ai changé de métier à ce moment-là. D'accord. Ça a été une aventure quand même de changer complètement de métier, de basculer. Pourquoi ras-le-bol Non, c'était un peu conjoncturel. C'était la première bulle Internet. Et donc j'étais partie du journal dans lequel je travaillais pour aller travailler dans un site Internet. Donc on est en 2000, donc ça c'est vraiment les débuts de tout ce qui était B2B notamment, pour animer la partie, on va dire, information d'un site B2B sur le textile. Et puis ce site a eu une belle vie mais très courte, et donc à un moment donné ça a fermé, la deuxième levée de fonds n'a pas pu se faire. Donc, et à ce moment-là j'étais enceinte, donc j'ai fait un tout petit break, et ça m'a donné l'occasion de chercher potentiellement un autre métier, ce qui n'était pas forcément ma recherche première, mais du coup c'était plus facile de changer puisque j'avais pas de travail, et donc je me suis tournée vers l'analyse économique et financière et je suis devenue consultante. Ah oui, d'accord, donc tu as complètement quitté... Oui, complètement. Et comment tu t'es retrouvée dans l'analyse économique et financière ? En fait, dans mon métier de journaliste, j'avais croisé différentes personnes, notamment des gens qui faisaient des études économiques. Donc j'avais dans mon réseau, ce sujet m'intéressait, donc je suis allée un petit peu voir ce qu'il en était, rencontrer des gens dans cette boîte-là. Et de là, on m'a donné d'autres contacts, d'autres personnes, et j'ai découvert le métier que je fais actuellement, qui est un métier en fait de conseil auprès des instances du personnel dans les entreprises, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les comités d'entreprise, les CE, et ce qui s'appelle maintenant le CSE, le comité social et économique. J'ai découvert ce métier, et j'y ai vu des points de proximité avec le journalisme, parce que déjà c'est d'être un tiers. Le journaliste ou l'expert, il est toujours, son travail, il se fait toujours à l'extérieur finalement de son entreprise. C'est pas quelqu'un qui, il est obligé de sortir et de rencontrer des gens, d'aller interviewer, voilà. Donc il y avait ce point-là. Il y avait le point de l'écriture déjà, puisque le journalisme c'était de l'écriture, c'était un journal et après de l'internet. Et dans mon métier actuel, il y a aussi la production de rapports et donc utiliser aussi l'écrit. Donc j'ai vu ça comme passerelle intéressante, même si de fait les métiers sont très différents. Et voilà, et donc j'ai fait un petit saut, pas forcément simple, mais au début en tout cas. Et puis je m'y suis trouvée très bien. Donc j'ai appris beaucoup de choses et je continue d'ailleurs.
D'accord, donc tu retrouves finalement pas mal de trucs dans le conseil par rapport au journalisme, c'est-à-dire aller interviewer des gens, chercher de l'information, Oui, alors c'est vérifier. vrai que je fais du conseil aujourd'hui et de l'expertise. Donc j'ai un cadre qui est plus contraint parce que j'ai des clients. Quand on est journaliste, on n'a pas de clients, on a des lecteurs et on a son indépendance totale. Là, j'ai quand même un cadrage de mon travail qui correspond à des missions avec des lettres de mission, D'accord. des choses très précises. Mais j'ai toujours le lien à l'oralité parce que j'interviewe des gens et je cherche de l'information. Donc j'ai accès à des sources qui étaient pour moi inaccessibles avant en tant que journaliste parce que là je suis passée un petit peu derrière le décor et donc tout ce qui est chiffré, j'ai accès à beaucoup de choses dans tous les comptes des entreprises. D'accord. Donc c'est quand même intéressant aussi pour l'ancienne journaliste de comprendre un peu des choses qui m'étaient moins accessibles avant, même en tant que journaliste économique. Et puis effectivement, alors la différence c'est qu'il y a plus de conflictualité possible, puisque là je suis au cœur des relations sociales. Je travaille pour les représentants du personnel dans un cadre de relations sociales qui est parfois tendu, parfois moins tendu, enfin en général quand même c'est pas toujours très simple. Ouais. Hein. Et je suis payée, enfin mon entreprise est payée, je suis salariée, je suis pas indépendante, par les directions des entreprises, mais c'est pas eux mon mandant, c'est bien les représentants des salariés. Donc c'est une relation très Ouais. particulière, D'accord. un peu tripartite en fait, entre celui qui mandate, celui qui paye et celui qui réalise. D'accord. Ouais, donc C'est très prenant, il y a beaucoup de charge mentale pour employer un mot un peu à la mode, mais voilà, c'est intéressant. Ouais. Tu aimes ton boulot? Oui, j'aime mon boulot, avec des périodes de ras-le-bol par moment, de surcharge Comme comme tout le tout le monde. monde, mais c'est un travail qui permet à la fois de la récurrence, hein. Ok. Donc il est en partie répétitif parce que mon travail consiste toujours à être dans des missions qui ont un cadre en partie légal, issu du Code du travail. Et en même temps, c'est jamais la même chose puisque chaque année, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, il se passe des choses. Il y a voilà, ça peut être racheté, ça peut être avoir des projets d'acquisition, il peut y avoir des plans sociaux, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc Ok. il y a quand même beaucoup de choses à apprendre aussi sur le fonctionnement de l'entreprise. Et donc mon spectre de compétences s'est beaucoup élargi depuis que je fais ce travail. D'accord. Ça, tu es restée curieuse de Oui, nature. c'est un métier de curiosité. Ça, c'est sûr que si on n'est pas curieux, on bloque vite. Là, comment dire, mon matériau de base, c'est des chiffres. Hein, c'est la partie vraiment finance de l'entreprise, mais c'est pas le seul. Je peux travailler aussi sur des données plus stratégiques, hein, au sens d'un plan stratégique, d'un plan de développement, sur des données sociales, donc les effectifs, l'emploi, etc. Mais je travaille aussi avec des collègues qui sont juristes ou qui sont ingénieurs. Donc, on va aller chercher toujours de l'information plus fine sur certains sujets pour essayer de répondre au mieux à nos clients. On fait aussi de la formation d'ailleurs. Ok. Oui. Bon, très intéressant. On aurait pu se rencontrer dans ce cadre-là. Ah oui, on aurait pu. Mais on ne s'est pas rencontrés comme ça. On s'est rencontrés dans un cadre littéraire. Alors du coup, tu peux me parler de ta carrière littéraire, comment tu t'es lancé dans l'écriture et pas l'écriture journalistique, l'écriture. Alors déjà, je pense que le préalable, c'est que j'ai toujours beaucoup lu. Moi, je D'accord. suis une grosse, je sais pas, lectrice. Hein. Voilà, en tout cas, je lis beaucoup. Donc c'était depuis toute petite. Hein. Ça a toujours été mes compagnons, les livres, j'ai toujours adoré ça. Et du coup, forcément, quand on lit, il y a toujours cette idée de est-ce que je pourrais écrire. Et je pense que ça m'a travaillé parce qu'en plus j'étais une élève, j'aimais bien écrire des rédactions quand j'étais petite. Enfin, je pense que j'ai aussi fait des petites tentatives de petits récits vers l'adolescence. Mais j'ai jamais vraiment poursuivi. Et je n'ai jamais vraiment cru que ça pourrait aboutir à quelque chose. Mais c'était quand même là, un petit peu en toile de fond, un petit peu loin. Et je disais souvent, parce que souvent les gens me posaient des questions, ah, tu lis beaucoup, tu pourrais écrire. Et je disais non, moi j'ai choisi, je suis une lectrice. Et voilà. D'accord. Bon. Et puis il y a une bonne dizaine d'années, un petit peu plus de 10 ans, un ami me parle d'un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Alvaro Mutis, qui est un auteur latino-américain, colombien, je crois. Et il me parle d'un de ses personnages, il me dit c'est très bien, et c'est des nouvelles, voilà, et avec un personnage récurrent qui s'appelle Macroll le Gabier, qui est donc un marin à qui il arrive des aventures, et on est un petit peu
ce réalisme magique des écrivains latino-américains, donc des univers où on s'évade très facilement. Ok. Et je lis ça et ça me saisit parce que ça me parle, ça me plaît, j'aime bien les récits courts, même si je lis beaucoup de romans. Et, et en plus, comme c'est ancré en Amérique latine, que moi j'ai quand même des racines catalanes, donc ça parle de la mer, ça parle... Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et je me dis, tiens, je vais m'amuser, je vais essayer de faire une aventure de cet homme, de Macrol Le Gabier, à ma sauce à moi. Ah ouais, Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc C'est j'ai drôle, écrit... ça. Un donc, peu fanfiction. oui, je l'avais pas vraiment vu comme ça parce que c'était pas forcément, c'était un Ouais, peu, c'était une sorte de challenge que D'accord. voilà, que je me fixais et je me dis comme ça, je vais le faire lire à cet ami qui m'a parlé, voir si ça lui parle, à lui aussi. Et du coup, j'écris une nouvelle alors je cite pas forcément Macrol Le Gabier, mais dans mon esprit c'était ce personnage, une nouvelle de quelques pages que je place à Collioure, hein, où habitaient mes grands-parents paternels, donc bateau, mer, etc. Et j'en fais une, j'en fais deux. J'en fais trois, je les lui montre et il me dit bah c'est vachement bien, enfin c'est un peu surpris. Bon. Et du moment où j'ai commencé à écrire ces nouvelles, tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire d'autres nouvelles. D'accord. Et là, donc là on est en 2011 à peu près, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est à 2011-2012. Je commence à écrire de manière un peu frénétique plein de nouvelles. D'accord. Et je déborde du cadre de Macrol Le Gabier, je commence à trouver mes histoires, jamais très long. Pardon de te couper, tu as fait des concours de Voilà, nouvelles? et là, et je me dis quand même, qu'est-ce qu'il y a sur le web? Je devrais regarder s'il n'y a pas des endroits où on écrit, où on publie. Et je cherche et je tombe sur Short Edition, qui est un site éditeur de nouvelles courtes, je ne sais pas si tu connais. Ouais, j'entends parler. Et à l'époque, ils font toujours, je pense, des concours tous les 3 mois de nouvelles très courtes, un petit peu plus longues, etc. Et j'écris 2 textes que je poste dans ces concours, dont un texte très court qui s'appelait Mariage à Sciences Po. Et, et puis, bah en fait, je gagne le concours avec Mariage à Sciences Po. Et du coup, ça m'avait mis aussi un peu en lien, parce que c'est des effets de réseau, donc il y avait d'autres gens qui étaient connectés. Donc c'est à ce moment-là que je me suis inscrite sur Facebook, où je n'étais pas et je ne faisais pas grand-chose. Enfin, j'avais, je crois, un compte, mais je n'en faisais rien. Et je commence à discuter avec des gens qui écrivaient, qui étaient certains depuis beaucoup plus longtemps que moi, certains avaient un petit peu publié. Alors, on est quand même dans le domaine des gens qui commencent ou Ouais. voilà, qui publient de façon très confidentielle, etc. C'est plutôt bienveillant, c'est sympa. Oui, On alors sent, bienveillant, il y a de tout, hein. Ah ouais? Alors je pense que ça a beaucoup changé, mais aujourd'hui c'est devenu plus... Je pense qu'il faut des réseaux beaucoup plus importants, puisque le principe des concours, c'était des votes hein, sur le site. Ah ouais. Donc en fait, il faut mettre en branle un réseau, avoir beaucoup de gens, pousser les gens, être sur Facebook tout le temps, etc. Bon, à l'époque, on pouvait gagner avec 500 voix. Je pense que maintenant, il doit en falloir plusieurs milliers pour gagner, puisque l'effet de réseau est Ouais. voilà, décuplé. Donc je gagne, ça me permet de me connecter avec des gens, de rencontrer des gens qui sont devenus des amis. Certains, tous ne sont pas restés des amis, mais il y a un petit effet de bande qui se fait. Et puis qui m'encourage. Et d'autres faisaient des choses intéressantes aussi, bien sûr. Et je continuais d'écrire. Et puis, le principe de publication sur des sites comme Short Edition est intéressant, mais il faut quand même abandonner ses droits. On n'est pas sûr de gagner, évidemment. Hein, Ouais. donc rapidement, je me dis, c'était bien, voilà, j'ai trouvé ça sympathique, mais je ne suis pas sûre que je veux continuer comme ça. Donc je continue d'écrire en me disant, en fait, je n'ai publié que, j'ai dû poster que 3 nouvelles chez eux. Et D'accord. tout ce que j'ai continué d'écrire, et c'est une époque où j'écrivais beaucoup, je me suis dit, bah, je vais constituer un premier manuscrit que je vais envoyer à des éditeurs. Donc je mets peut-être une petite année à faire un manuscrit. Ouais. Je trie parmi mes nouvelles, j'en enlève, travail assez simple. De nettoyage, on va dire. Et puis, je commence à envoyer à 40 éditeurs. Ouais. Bon, premier manuscrit envoyé avec toute cette une sorte comment dire, de naïveté. Je dis ça avec tendresse, hein, mais
on a l'impression qu'il va se passer quelque chose en fait. Hein. Et donc on écrit, on se livre beaucoup. Donc je me souviens d'avoir écrit notamment, j'aimais beaucoup, j'aime toujours d'ailleurs beaucoup Sabine Vespizer, l'éditrice Sabine Vespizer. Je m'étais dit, mais oui, forcément, c'est pour elle. Bon, non, ce n'était évidemment pas pour elle, mais je lui avais écrit une lettre, pas très longue, mais où je lui disais effectivement que je sentais que ça pouvait marcher. Moi, j'ai écrit... Très sincère, ouais. Oui, parce que quelque part, au tout début, quand on se lance, on a encore cette... quand on ne s'est pas encore pris trop de claques, on a encore cette énergie, cet élan. Voilà, c'est une sorte d'élan. C'est tellement beau. Oui, hein. Et donc, une quarantaine. Mais au début, je ne choisis que des maisons. Plutôt, alors, j'avais quand même choisi des maisons qui publiaient de la nouvelle, mais... des éditeurs assez connus, et tout le monde me disait oui, mais tu sais, il y a aussi des petits éditeurs plus confidentiels. Oui, bah, on verra plus tard. Bon, et ceux-là, je les mets en fin de liste. Et puis à la fin, quand même... On se comprend. Voilà, voyons que... Attends, si Gallimard me refuse, voilà, peut-être que voilà. Donc, je verrai plus bas. Voyant que ça ne donnait pas grand-chose, je commence à envoyer à quelques éditeurs plus spécialisés en nouvelles, donc Quadrature, notre éditeur de nouvelles commun. Mais Quadrature, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Patrick, si on regarde... Ils disent que, à l'époque, je crois qu'ils disaient qu'ils mettaient jusqu'à, je crois que c'était 6 mois de lecture, quelque chose comme ça, 3 ou 6, je sais plus. Ouais, c'est et qu'ils disaient en gros, bon bah de toute façon, voilà, n'attendez pas de réponse tout de suite, etc. J'envoie ça, on doit être tout ça, tous ces envois doivent se passer en début d'année, je sais, peut-être 2012, 12, 13, peut-être 2013. Et puis, pendant l'été, je suis en Ariège, dans un tout petit coin perdu, dans une chambre d'hôte qui était tenue par des amis. Je marche, enfin je randonne, je marche plutôt que je randonne, mais je me balade, il n'y a pas de réseau. Et puis quand même, au milieu des bois, j'entends piou piou, un petit machin, et il y avait un message. Et donc c'était Patrick qui me disait, ben, on a essayé de vous joindre plusieurs fois, on n'y arrive pas, mais c'était... Mais pas de panique, votre manuscrit nous intéresse. Et donc, prenez le temps, rappelez-moi, etc. Et donc là, on était début août, hein, vraiment la période très très creuse. Bon, évidemment, donc ça, je suis là avec mon petit téléphone portable au milieu d'une petite forêt en train de marcher. Il fait beau, on doit être le 5 ou le 6 août. Et voilà, donc c'est le début de l'aventure. Même si Short était déjà un petit bout d'aventure, mais on était sur autre chose. Première fois qu'un éditeur te rappelle, c'est quand même quelque chose, quoi. Et donc, très rapidement, ils me disent ce qu'ils ont dû te dire à l'époque. Alors, attention, vous n'allez pas gagner d'argent avec nous. On vous le dit tout de suite, vous ne verrez pas vos livres en librairie, mais nous, on est toujours là, sur les salons, etc. Bon. Et puis, vous aurez un vrai livre, etc. Bon. Et donc, là, l'aventure, c'est Fragments d'un texto amoureux, le premier recueil de nouvelles, oui. Qui est juste derrière, la pause publicitaire. Voilà. Et donc c'est le démarrage avec du coup présence sur quelques salons, puisque notamment la Foire du Livre de Bruxelles, puisque c'est le salon important en Belgique, donc le salon de Quadrature. Et en même temps, au moment où ils acceptent ce manuscrit, en Ariège, où j'écrivais, je m'étais dit tiens, je vais essayer un roman, peut-être une histoire un peu plus... Et donc je démarrais juste l'écriture d'un roman et j'avais plutôt envie d'aller sur quelque chose de très différent de mes nouvelles. Mes nouvelles, elles étaient plutôt en général dans le registre de l'intime, dans le registre un peu de l'introspection, des histoires d'amour, des choses... On se retrouve, on se perd, voilà, donc des choses plus potentiellement un petit peu tristes. Et là, tout d'un coup, envie d'écrire des choses drôles et puis surtout d'être sur une longueur, un texte beaucoup plus long. Et je commence ce travail-là. Alors peut-être que le fait de savoir que j'allais être publiée me booste aussi. Et en 6 mois, je boucle un manuscrit de roman qui est donc Petit plat de résistance. Voilà. Deuxième moment publicitaire. Voilà, c'est lui. Et donc en fin d'année... Tu remarques que j'ai lu tous tes bouquins. Oui, mais alors moi j'ai pas lu tous les tiens, mais une partie quand même. Hein. On fera le point tout à l'heure. On fera la compta. Et du coup en fin d'année, donc j'étais plutôt bien parce que mon recueil de nouvelles allait sortir, puisqu'il était quand Quadrature me l'a accepté en août, c'était pour une sortie si je dis pas de bêtises, en mai suivant. D'accord. Donc je sais que j'ai cette sortie à venir.
Et en fin d'année, je boucle mon manuscrit de roman. Et en tout début d'année suivante, bah, je commence à envoyer de nouveau le jeu des mes manuscrits. Et là, je m'étais dit, bon, ma fille, peut-être pas 40 ce coup-ci, on va Ouais. essayer de cibler un petit peu mieux. Et je me dis, ce roman, il lui faut une couverture gaie, déjà parce que je trouvais que c'était une comédie, donc il y avait besoin de vie sur la couverture. Voilà, on est dans de temps en temps c'est même burlesque, je me dis, peut-être le dilettante. Je prépare quand même d'autres manuscrits à envoyer. Je dois envoyer, j'ai plus en tête, mais peut-être une dizaine ou une douzaine. Ouais, donc beaucoup plus ciblé, quoi. Voilà, plus ciblé. Et au bout d'un mois, à peine, je reçois un coup de fil un lundi matin. J'étais au bureau à mon poste de travail. Le téléphone sonne et Dominique Gaultier, qui est le patron du Dilettante, m'appelle. Et alors évidemment, on s'attend jamais, puisque oui, en fait, ce qu'il faut aussi savoir pour ceux qui voudraient écrire, c'est qu'un éditeur ne vous répond jamais par courrier. Et quand il vous veut, il vous appelle. Donc évidemment, quand on se trouve dans la boîte aux lettres des enveloppes d'une maison d'édition, en général, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle dedans. Hein, donc voilà. Et donc le téléphone sonne, je ne connaissais pas le numéro, et Dominique Gaultier qui me dit oui, et donc je voulais savoir, est-ce que votre manuscrit est toujours disponible? Ah oui, 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 bien sûr. Il me dit, mais je vois que vous avez un éditeur de nouvelles, vous êtes, enfin un autre éditeur, vous êtes certaine que ça ne l'intéresse pas? Je lui dis, bah non, puisque comme c'est un roman. Bon, bah écoutez, ça serait bien qu'on se voit. Alors j'étais prête à y courir. Hein, Tout de suite voilà. Bah, j'arrive. Oh, j'y suis allée le lendemain, donc il n'y a pas eu beaucoup de... Ok. Voilà, et donc il me reçoit très gentiment avec quelqu'un de son équipe. Et puis il me dit, écoutez, j'ai 2-3 petits... Alors, dans le monde quand même des éditeurs, on ne dit jamais tout à fait je vais vous publier. Hein. C'est pas, il y a des mots qui sont un peu... Tout est sous-entendu. Ah Donc ouais. avant vraiment de le dire, enfin en tout cas de mon expérience, les choses se disent un petit peu entre les lignes. Et donc là, il y a bah, votre texte nous a plu, etc. Il y a 2-3 choses, voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer? Là, je pense qu'on pourrait retravailler. Et là, bah, je dis, mais voilà, ça vous intéresse? Et il sourit, il dit oui, oui, oui. Voilà. Et donc, en 2 jours, finalement, j'ai su que j'allais. Et il me dit, ça sera pour la rentrée prochaine. Alors, du coup, on était en 2014. Il me dit, ce sera pour la rentrée littéraire de septembre 2015. Est-ce que ça vous gêne? D'accord. Oh non, non, non. Je dis non. Bon. J'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre Alors, c'est vrai qu'on comprend vite quand on écrit qu'on est sur des temps longs quand même. Et que du coup, voilà, il faut avoir ça en tête et ne pas être trop impatient. Alors, je pense qu'il y a des expériences d'autres personnes, d'autres auteurs qui pourraient dire que leurs bouquins sont sortis en 4 mois. C'est sûrement, ça doit exister aussi. Moi, j'ai eu plutôt des expériences où on choisissait mon manuscrit, mais que finalement, il était programmé beaucoup plus tard. Ouais. Et donc là, bah, je saute un peu d'un ou deux niveaux, on va dire, en termes d'accompagnement et surtout d'accompagnement du livre au moment de sa sortie, c'est-à-dire la visibilité. Visibilité, oui, la presse, la diffusion, puisque là on rentre dans le monde des éditeurs qui ont une diffusion, donc qui sont présents dans les librairies, et non pas des éditeurs qui vendent les livres un petit peu à la commande ou uniquement sur les salons. Entre-temps, j'avais quand même, entre le moment où ils acceptent ce manuscrit et la sortie du manuscrit, je continue d'écrire beaucoup, et des nouvelles, et j'entame un autre roman. Donc c'était une période très féconde où il y avait beaucoup de textes qui s'accumulaient et je préparais un peu l'après. Donc Petit Plat sort donc en mi-août 2015 et c'est une jolie aventure parce qu'effectivement il y a eu des invitations dans les librairies, il y a eu quelques invitations y compris en province. Ensuite le bouquin a été choisi dans un ou deux festivals. Je suis partie à Dublin, il y avait un festival littéraire autour de la gastronomie, donc bon, ils m'ont invité. Après, le livre a été vendu, enfin les droits étrangers ont été vendus dans plusieurs langues, en anglais, en espagnol, en catalan et en italien. Ah, c'est chouette. Le premier à sortir a été l'italien. L'anglais est venu plus tard, et malheureusement le catalan et l'espagnol, finalement les bouquins ne sont jamais sortis. Bon, c'était à la limite ceux qui m'auraient le plus touché, mais bon, c'est comme ça. L'éditeur avait adoré, mais
leurs programmes ont changé, donc ils ont D'accord. acheté les droits et finalement ils n'en ont jamais Ils n'ont rien pas fait. payé. Mais il y a bien deux éditions étrangères qui existent, donc en italien et en anglais. L'anglais a été vendu d'abord aux États-Unis et en Angleterre, et il a quand même plutôt pas trop mal marché, Très bien. puisque j'ai encore eu un peu de sous cette année, donc ça veut dire Ah ouais, que donc, les... 7, que la- 8 ans ouais, après. alors dans l'anglais est sorti en 2017, fin 2017, D'accord. donc Oh, bon, bah, oui, super, ça fait vraiment. comme... Ouais. 5-6 ans. Ouais. Et du coup, donc on avait dépassé la Valoir pour la langue anglaise. En italien, il n'a pas très bien marché. Bon, c'était des éditeurs super, des gens que j'avais rencontrés en plus au Dilettante, très, très chouettes. Il n'a pas forcément trouvé son public. Ok. En revanche, il a été sélectionné dans un prix en Italie. D'accord. Donc un prix pas connu de moi, mais en tout cas, donc un jour j'ai reçu une invitation, vous êtes invité un week-end de 3 jours en Italie, vous êtes finaliste avec 2 autres auteurs qui étaient Véronique Ovaldé, D'accord. quand même, et Antoine Lorrain. Je ne connaissais pas Antoine Lorrain, je ne l'avais jamais lu, je ne connaissais pas non plus la personne. Ovaldé, je l'avais lu, mais elle n'était pas là présente physiquement. Et était invité Jean-Christophe Ruffin, enfin un certain nombre d'autres auteurs oui. de... Et donc là, c'était quand même chouette parce que moi j'étais vraiment la petite trouvaille voilà, qui n'avait pas fait grand-chose. Mais c'était un moment très sympa, donc je n'ai pas gagné ce prix-là. Mais bon, c'est pas très grave, c'est Antoine Lorrain qui l'avait eu. L'aventure du poche. Ah ouais, racheter un peu. Oui, Ah ouais, les génial. droits vendus en poche aussi. Donc là, on passe vraiment dans la cour des grands. Alors pas des super grands, dans le sens où, évidemment, le livre, enfin, il s'est quand même bien vendu, mais il n'a pas fait un succès tel de librairie que ça a pu me permettre d'arrêter de travailler ou quelque chose comme ça. Mais c'était très... Bon, déjà, j'ai quand même gagné de l'argent. Le livre a été visible. J'ai découvert un peu l'envers du métier aussi, parce que dans mon métier de consultante, la plupart de mes clients sont soit dans la presse, soit dans l'édition. Donc je connais aussi le monde de l'édition un petit peu de l'intérieur, et du coup de l'appréhender à la fois avec un œil économique et un œil d'auteur, enfin d'autrice, c'est intéressant. Ça permet aussi de moins rêver. Alors je sais qu'on est là pour parler des rêves, mais de retomber un petit peu sur, de réaliser un petit peu ce que c'est finalement, pourquoi un livre marche ou pas. Et de se dire que... C'est très concret, quoi. Oui, et quelque part je suis extrêmement contente de ce qui s'est passé avec cette aventure, mais pour qu'on devienne un auteur à temps plein, je dirais, il faudrait que cette aventure-là, elle se fasse tous les ans et avec plus d'ampleur, pour pouvoir gagner vraiment sa vie avec. C'est là où on se rend compte que, bon, déjà on n'est pas tous capables d'écrire un roman par an, encore moins capables de le vendre à chaque fois. Si ça marchait, tu serais prêt à tout arrêter pour faire que ça ? Je ne sais pas, parce que ce qui s'est passé après, je t'en parlerai, j'ai eu quand même un creux. Et donc j'ai réalisé que c'était pas si simple d'être dans la récurrence de l'écriture. Donc j'ai pas tellement... mon ambition, c'est pas de me dire je veux tout arrêter pour ne faire qu'écrire, c'est plutôt trouver un vrai équilibre où je pourrais publier de façon beaucoup plus régulière tout en continuant autre chose à côté. Enfin, évidemment, si mon prochain roman devient un best-seller absolu, mais en fait, on ne peut pas vivre que d'un best-seller absolu, il faut continuer derrière, il faut avoir une vraie... Et c'est ça qui est le plus compliqué, me semble-t-il. Donc, je serais ravie de consacrer plus de temps, mais le temps n'est pas suffisant, ça ne génère pas un bon manuscrit, en fait, d'avoir du temps. Parce que tu vois, moi je me fais la remarque régulièrement, moi j'adore écrire, j'aimerais y consacrer encore plus de temps, voilà, le développer, mais je crois que j'arrêterai pas la formation. Si demain je fais un bouquin qui se vend 1 million d'exemplaires, je continuerai. 1 million d'exemplaires, si tu dois gérer ça, tu n'auras pas le temps de faire autre chose. Si je suis le nouveau, je ne sais pas qui citer, j'en sais rien, le nouveau Sylvain Tesson, moi je continuerai à faire la formation. Peut-être pas autant, mais parce que je me suis rendu compte, quand tu es seul chez toi, au bout d'un moment, tu tournes en rond, tu te fais 50 cafés, tu t'ennuies. Je serais pas aussi affirmative que toi, mais en revanche, je sais que la probabilité de faire un bouquin qui marche de façon vraiment importante reste faible. En revanche, écrire régulièrement et peut-être republier régulièrement, oui.
Mais bon, après, je suis pas fermée. Bon. Donc, parce qu'après Petit Plat, j'ai eu une période, alors j'ai sorti d'autres choses, mais qui étaient de nouveau plus confidentielles. Un deuxième recueil chez Quadrature, qui s'appelle Sanguine, Qui est juste derrière qui est toi. aussi derrière, voilà. Moment Avec une belle publicité. couverture, avec une sanguine en couverture. C'est ça. Et puis, c'est un recueil que j'aimais beaucoup, enfin le premier aussi, parce que ses propres livres, on les aime toujours un peu comme des petits-enfants, et c'est toujours... Tous sont nos préférés, enfin en tout cas. Ouais. Mais je l'aimais beaucoup, mais il a pas très bien marché. Bon, après, c'est la faute à personne, c'est juste que... C'est là aussi où j'ai touché plus du doigt tout ce qu'il fallait faire pour accompagner un livre, et surtout parce que je l'avais aussi vécu au Dilettante, où là, il y a quand même une structure. Alors, le Dilettante est une petite maison d'édition, il y a 4 à 5 personnes qui y travaillent, hein. On est dans des toutes petites structures, mais il y a un travail qui porte le livre, la diffusion et la promotion. Et ça, s'il n'y a pas, c'est pas possible. Donc, un travail d'édition sans diffusion, comme malheureusement ou avec une très faible diffusion, comme beaucoup de maisons indépendantes ont, enfin, ou n'ont pas, c'est très compliqué d'aboutir à des ventes importantes. Le livre n'est pas visible, donc comme il n'est pas visible, il ne peut pas être acheté. Et donc tout se joue sur le réseau. Or, moi, j'ai pas vocation à convaincre tous les gens que je connais d'acheter mes livres. C'est pas pour ça que j'écris, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il faut se bouger, il faut le défendre. Oui, mais il faut le défendre. Tu ne peux le défendre que là où tu connais. Donc c'est ton réseau qui est mis en permanence à ta librairie du coin de la rue. Alors tu es là, oui, bonjour, je suis auteur. Donc déjà, les libraires qui voient un auteur passer la porte, ils n'aiment pas ça. Moi, ma librairie m'a envoyé balader. Bah oui, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que... J'ai changé de librairie. Non mais moi, pareil, je lis beaucoup, je leur laisse je sais pas combien de centaines d'euros. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, ouais, ça pour faire... comment ils m'ont dit on va pas se faire chier pour quelques ventes. Ah, d'accord, oui, c'était clair. Bon. Mais du coup, j'ai encore ma carte de fidélité, je te dirais le nom de la librairie. Je ne vais pas leur faire de pub. Pour les millions d'abonnés de ma chaîne, oui. ne sauraient pas où ne pas aller, c'est pas grave. Non, mais je pense qu'ils sont sollicités, ils sont sursollicités par beaucoup d'auteurs qui font de l'auto-édition, de l'édition à compte d'auteur. Et donc, du coup, il y a toujours une espèce de petite... Je pense qu'il y a un côté, pour aller dans ton sens, un peu cheap. C'est malheureux, mais ça fait un peu le mec qui va démarcher lui-même sa librairie. C'est pas le boulot de l'auteur, non. Ouais. C'est le boulot d'une équipe de diffusion, d'un directeur commercial, ou alors il faut qu'il y ait eu un travail de promotion avec des choses dans la presse, etc. Après, non, mais défendre son livre, c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que quand on écrit, c'est pour être lu par des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Pas forcément pour être lu par sa famille, ses amis. Tant mieux si les amis et la famille apprécient, mais le but n'est pas de devenir... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas ce tempérament-là. Il y a des auteurs, peut-être, qui peuvent prendre leur petit baluchon de livres sous le bras et aller toquer à des portes. Ouais. Mais en général, quand on est chez un éditeur qui en a un petit peu les moyens, c'est vraiment le travail de l'éditeur. Et ça, donc du coup, toi, tu as vécu ce côté passé chez un gros éditeur. Oui, alors chez un petit gros, dans la cour des grands, le Dilettante est un éditeur qui est très connu, mais qui est une toute petite maison, hein, je l'ai dit, 12 livres par an, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a vraiment des choix, et il y a 4 ou 5 personnes qui y travaillent. D'accord. Mais effectivement, qu'il y a une ligne éditoriale, dans le sens en tout cas qu'il y a des choix très personnels du patron et de l'équipe, mais ça change beaucoup de choses. Ouais. Tout d'un coup, le livre, il est vendu à l'étranger, on a fait une édition en gros caractère aussi. D'accord. Donc voilà, il y a un petit plat de résistance en corsaise qui existe, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de vue, qui ont dû le lire, ça s'est plutôt bien vendu, c'est bien. Il était en bibliothèque, donc tout d'un coup c'est vrai et puis on est quand même un petit peu sollicité pour faire des signatures, alors pas des choses, j'ai pas passé des mois et des mois à tourner en France, mais je suis allée à Toulouse, je suis allée à Reims. C'est le côté sympa du job, quoi, oui. de rencontrer des gens qui te lisent. Alors tiens, une petite anecdote, je suis allée à Perpignan, moi je suis de Perpignan, et donc le libraire, la principale librairie de la ville, le libraire m'a dit j'adore et tout ça, il faut que tu viennes. Donc j'arrive toute contente, c'était dans ma ville. Et puis ils ont une organisation, la librairie est sur plusieurs niveaux, et là où ils reçoivent les auteurs, c'est au dernier étage, et donc il n'y avait personne. Il
Il y avait, Ah, pas de public? il y avait ma belle-sœur, il y avait... Tu vois, tu disais on peut pas vendre qu'à la famille. Oui, voilà. On est quand même content de temps en temps. Ma belle-sœur, sa tante, il y avait la maman d'un copain d'enfance à moi. Ouais. Ah, c'est dur. Et je crois qu'il y avait un monsieur qui faisait qui venait assister dans la librairie à toutes les rencontres d'auteurs, mais en disant très bien, mais moi j'achète jamais. Je viens juste, Voilà, je suis c'est retraité, je m'emmerde, Voilà. donc je viens occuper le temps. Donc c'est un peu compliqué de ouais. se lancer. Bon, ça a fini Ouais, par ça une fait petite rire, quoi, discussion c'est pas- comme ça un petit peu à bâton rompu. Mais alors, j'ai été invitée chez Mola aussi, donc là c'est tout de suite plus... donc, C'est à Bordeaux, ça? Ouais, Bordeaux, la grande librairie de Bordeaux. Donc là on avait... Alors là c'était autre chose, c'est-à-dire que les gens sont là. Bon, Mola draine beaucoup de lecteurs, de public, etc. Donc on est dans une vraie petite salle, un peu comme une petite salle de conférence. Mais le libraire vient t'installer, puis il repart, et puis tu es un petit peu face à ton public, et il faut... Ah Donc, ouais. j'ai eu différentes expériences. Il y a des endroits où en fait tu as le libraire qui est vraiment là, qui va parler du livre, qui va poser des questions, qui aura travaillé un petit peu en amont, et du coup ça va faire un dialogue avec le libraire, et les gens peuvent poser des questions. Et puis il y a des trucs très très informels, et puis il y a des endroits où c'est juste tu t'assois, et puis quand il y a quelqu'un qui veut, tu signes. Donc j'ai vécu diverses expériences comme ça. C'est toujours sympa parce que de toute façon tu signes toujours des bouquins, il y a toujours quelqu'un qui vient te parler. Mais parfois c'est pas non plus... voilà, ça dépend des endroits, ça dépend beaucoup du libraire en fait. Ouais, je crois que c'est vraiment, là à mon avis, tu touches du doigt un truc important, l'image qu'on se fait du métier avant d'être publié. Moi avant, moi j'ai toujours rêvé d'être écrivain, et je me voyais, tu vois, au salon du livre avec les fils devant, faire les selfies. Alors, remarque, non, pas les selfies, à l'époque il n'y avait pas de portable, mais tu vois, avec, voilà, Oui, tu oui, te vois oui. dans les émissions littéraires, invité, parler de ton bouquin, défendre tes personnages, et en fait tu te retrouves au salon, bah t'as personne. Oui, T'es ça pas peut être invité en ça. librairie, tu vas essayer de défendre ton truc, voilà. C'est. Alors j'ai été invitée en radio, et notamment au moment de la sortie sur France Inter. J'en menais pas large quand même. J'étais pas. Pourtant, ayant été journaliste et ayant une aisance à l'oral et tout ça, mais quand même, je me souviens, c'était, je sais plus comment s'appelait l'émission, c'était Clara Dupont-Mono qui faisait une émission. On était sur la fin d'été, juste avant le bouquin venait de sortir, donc on était encore dans les grilles peut-être d'été. Il y avait 3 auteurs. Pascal Manoukian, une jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui avait sorti un truc chez Gallimard, et Pascal Manoukian qui avait sorti un bouquin, peut-être au Seuil, je sais plus. Donc là, on est réceptionné dans la maison de la radio par un assistant, on te met dans une petite salle un petit peu d'attente, on te présente les autres auteurs, on te chouchoute, mais j'étais arrivée très en avance et je m'étais installée sur un banc sur les quais, parce que faut que ça redescende là. Hyperventilation. Ouais, c'était Ah ouais. ça, parce que là tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce qu'on va te demander, Bon, ça s'est très bien passé, puis c'était pas très long, mais quand même à la fin, il devait y avoir une pause musique ou je ne sais quoi, et elle nous dit, bon là je vais vous poser aux trois une dernière question, qu'est-ce que vous diriez à, si vous, tiens, peut-être c'est une question pour toi d'ailleurs, si vous deviez voir l'enfant Ouais. que vous avez été, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ouais. Et là, je me dis, putain, alors moi c'est le genre de question qui me bloque complètement. C'est vrai. Donc je laisse passer, alors Manoukian dit... il parle de ses propres enfants, c'était un homme un petit peu plus âgé que moi, donc il avait déjà je sais pas quel âge avaient ses enfants, mais donc il fait le lien entre son enfance et ses propres enfants, c'était assez émouvant, enfin, Ouais. ok. La jeune femme était jeune, alors elle devait avoir 30 ans, j'ai oublié ce qu'elle dit, mais aussi un truc bien... Et moi j'étais là, oulala, bon, et en fait, finalement j'ai fait même pas une pirouette, j'ai dit un truc auquel j'ai repensé avant de venir ici. Déjà j'ai essayé de dire non mais on n'a plus le temps, tout ça. Elle a dit, non ça marche pas. Voilà. On a le temps. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ce qu'elle m'a répondu. Et je lui ai dit, en fait je pense que si je recroisais la petite fille que j'étais une enfant plutôt sage. Ouais. Et je lui dirais que peut-être c'était pas obligé d'être aussi sage que ça, quoi, qu'il faut peut-être s'autoriser un petit peu plus de... Non pas que j'étais pas dans une... J'ai pas été élevée dans des carcans hyper... une espèce de grande bourgeoisie machin, non, moi je suis d'une famille populaire, normale, j'ai grandi en province, donc
Mais j'étais par tempérament plutôt sage. J'étais la gamine scolaire qui aimait ses profs, mais c'était sincère. Ouais. Donc on me dit, ah, t'es lèche-cul. Bah non, mais je trouvais juste que la prof a été super, tu vois. Donc je rentrais à la maison, je faisais mes devoirs, Mais tout ça a été fait avec beaucoup d'allant et D'accord. c'était pas de la contrainte, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que moi j'aimais, enfin pas tous, mais notamment les profs de français, j'adorais le français et j'aimais beaucoup ces enseignants-là. Et du coup j'étais aussi, je faisais rarement des grosses bêtises, tu D'accord. vois. Tu étais sage. J'étais sage, je lisais, je faisais pas de bruit trop dans mon coin. Ouais. Mais j'ai quand même, en grandissant, j'ai quand même développé une forme de fantaisie, je pense. Oui, parce que ton bouquin, Petit Plat de Oui, Résistance, mais- c'est quand même Et ça, c'est amusant parce que joyeux et... quand les gens ont lu ça, ils avaient lu des nouvelles de moi qui étaient un petit peu plus sombres, plus intérieures. Et là, ça a été plusieurs personnes. Oh, bah, que t'écris des trucs drôles, comment ça se fait? Bah, Je suis drôle, en fait. Mais oui, je suis plutôt. En fait, je suis assez. Comment on dit ça? Espiègle. D'accord. Mais petite, je dirais dans l'âge du primaire, j'étais quand même encore dans mon cocon, quoi. Voilà. Donc, du coup, je dis ça, et après, je me suis dit, bah oui, en fait, tu t'en es bien sorti, mais dans le fond, c'est assez vrai. C'était assez sincère de me dire, voilà. D'accord. Donc, pour les expériences intéressantes, voilà, j'avais été interviewée dans d'autres radios, mais des Alors, radios régionales. Pardon de te couper, j'ai posé cette question aux invités précédents, à David et à Émilie, donc effectivement, elle était prévue dans ma batterie de questions, donc c'est bien que tu aies devancé. J'ai désamorcé le truc, voilà. Tu t'es dit, il va me poser ça, ok, ça va. Non, mais peut-être que je pourrais dire, c'est que finalement, et ça c'est peut-être en lien avec ton sujet sur les rêves, c'est que je dis pas que rien n'est impossible parce que bon, beaucoup de choses sont compliquées, mais un de mes traits de caractère, c'est que je suis très pugnace. Et en Ouais. fait, dans tout ce que j'ai pu faire, et notamment à chaque fois que j'ai eu des virages dans ma vie professionnelle, c'est parce qu'il y avait à un moment donné quelque chose qui s'était ancré et que bah, je lâchais pas et que je savais qu'à un moment donné ça allait fonctionner. Donc j'ai changé de métier à un moment donné. Alors j'ai pas fait non plus 50 métiers, je suis très fidèle. Enfin, j'ai travaillé 10 ans comme journaliste, là ça fait 20 ans que je suis consultante et j'ai pas vraiment envie de changer. D'accord. Simplement, entre les deux, il s'est passé deux choses. C'est quand même, bon, déjà il y a eu ce changement qui était important et qui m'a demandé quand même des efforts et des fois un petit peu de solitude face à ce que je découvrais de nouveau. Au milieu des années 2000, disons 2005-2006, j'avais une idée, je voulais enseigner le journalisme. D'accord. Et je me disais quand même, ça serait bien de faire le lien entre mon ancien métier, ce que j'ai appris aujourd'hui, je faisais un petit peu de formation et tout ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et effectivement, pendant 3 ans, j'ai enseigné à Tolbiac en Master 2 de journalisme, du journalisme économique. Alors, c'était 3 heures par semaine pendant 6 mois de l'année ou 8 mois de l'année. Ouais, Mais c'est un projet quand même qui est parti de rien. Et j'ai dû identifier où est-ce que je pouvais proposer. J'ai dû monter un programme parce que j'avais rien. Et ça m'a beaucoup plu, beaucoup motivé. Bon, au bout de 3 ans, j'étais rincée parce que enseigner, c'est waouh. Ah oui, les 3 heures de cours en présence avec les élèves, il y avait je sais pas combien d'heures de travail derrière, j'ai oublié. Donc ça me mobilisait quasiment tous les jours. Je leur donnais beaucoup de boulot en plus, je les faisais écrire des petits papiers, des brèves en permanence. Parce que j'essayais de les préparer à l'après. Donc je les faisais peu travailler en séance, mais beaucoup en dehors. Donc moi, ça me faisait beaucoup de boulot. C'est quand même marrant. Je pense qu'il y a des trucs dans la vie qui doivent être intéressants à analyser sur l'écriture, parce que moi, tu vois, je suis dans l'écriture et la formation. Toi, tu étais dans le journalisme, l'écriture, un peu la formation, aussi, l'enseignement, un peu autour de la transmission. Finalement, ça rejoint à mon avis pourquoi on écrit. Je crois que c'est la phrase de Jules Renard, je trouve très juste, qui avait dit écrire, c'est parler sans être interrompu. Et je crois qu'il y a un côté un peu comme ça. Tu vois, oui, c'est vrai. Quand tu fais une conférence, une formation, un truc, tu parles et on t'écoute, voilà. Et là, alors là, depuis le début de l'interview, tu vois, je te pose des questions, tu peux pas. Finalement, ça rejoint un peu ça. Tu écris et tu parles, et en fait, les gens ne peuvent pas t'interrompre, peuvent même pas te répondre. C'est quand même fort. Tu peux raconter tout ce que tu veux. Alors, ils te répondent quand tu les croises, des fois, quand tu rencontres des lecteurs. Ouais. Et ça, c'est. Alors, ça m'est pas arrivé très souvent de rencontrer des gens qui me parlaient. Je parle pas des proches, hein. Les proches ont toujours un truc à dire sur ce que tu as écrit, mais c'est biaisé, ils te connaissent, ils connaissent peut-être des choses qui ont servi de ferment à ce que tu as écrit, ils t'aiment, donc ils te disent des choses, donc c'est pas
voilà, c'est biaisé. Mais en Ouais. revanche, quand tu as quelqu'un que tu n'as jamais vu et qui te débarque et qui te dit j'ai adoré, ça m'a rappelé un truc, perso, ça m'a rappelé moi, tu vois, et là tu te dis, ça c'est super important. Incroyable, ouais. Ça m'est pas arrivé 50 fois, mais à quelques reprises, euh, des personnes que je ne connaissais pas lors de signatures ou dans des salons sont venues pour me dire que ce que j'avais écrit leur avait parlé d'eux-mêmes en fait. Et pour moi, ça c'est vraiment le truc le plus puissant de la littérature. Et c'est pour ça aussi que je suis un peu... que finalement je réseaute pas tant que ça et Ouais. que j'essaye pas de vendre aux gens que je connais qui je suis parce que ou ce que je fais, ça me paraît pas présenter un grand intérêt en fait. D'accord. Je me dis, je préfère que quelqu'un que je n'ai jamais vu et qui ne me connaît pas, qui sait même pas si j'ai 25 ans ou 70 et qui ait lu et que ça C'est lui plus parle. proche des 25 quand même. Oui, c'est vrai. Mais et toi, j'ai un souvenir d'une quand Sanguine, quand le deuxième recueil de nouvelles de Quadrature est sorti, Sanguine, il y a eu une comment on dit chez un libraire, donc une invitation chez un Dédicace, libraire, ouais. une dédicace, mais qui était plus qu'une dédicace parce que c'était dans ma librairie, j'habite en banlieue, elle n'est pas loin de chez moi. Et là, pour le coup, c'était des libraires qui étaient très investis, qui elles, menaient vraiment les entretiens. Et il y avait un petit peu de monde, enfin à la taille d'une librairie de banlieue, pas énorme, mais il y avait quand même du monde. Et Sanguine parle des règles, des menstruations. Donc c'est un sujet qui est un peu clivant ou qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et là, donc on parlait de ça, il y avait des hommes et des femmes, et notamment des dames qui n'étaient pas toutes jeunes, des hommes qui n'étaient pas non plus des gamins. Et tout d'un coup, les gens se sont mis à parler de leurs histoires autour de ça, et j'ai trouvé ça génial. Une dame qui devait avoir 70 ans a dit mais moi de ma génération, mais on ne parlait pas de ça, je sais plus ce qu'elle raconte exactement, mais et du coup elle s'est mise à raconter un bout de son histoire, enfin qui était lié à ça, et un type qui était là aussi, donc qui écoutait, qui dit mais moi j'ai grandi avec 3 ou 4 sœurs, et donc là où j'ai été plongée là-dedans, et tout d'un coup ça devenait leur sujet à eux. Et tu vois, et ça je trouve que ça c'est assez magique pour moi. Et alors, évidemment les auteurs qui écrivent régulièrement, qui publient, qui rencontrent vraiment leur public, leurs lecteurs, je pense qu'ils doivent avoir plein d'anecdotes là-dessus. C'est génial. Ça. Et je trouve ça très touchant. Quand, entre guillemets, ton Oui, texte c'est t'échappe. ça, Ouais. oui. Ouais, c'est génial. Et il m'est arrivé que des gens me disent des choses sur mes textes. Alors pas sur Petit Plat, qui est une comédie où il n'y a pas tellement de double fond, en fait, dans le sens où on n'est pas dans le registre de l'intime, on n'est pas dans des choses très secrètes, mais que ce soit dans Sanguine, dans le fragment d'un texto amoureux ou dans un autre livre que tu n'as pas là et qui s'appelle Je vous embrasse, qui est paru chez Lunatique. Comment ça se fait d'ailleurs, Axel? Je l'ai pas lu. Attends, moi j'ai lu. Si t'as dû le lire. Il y a une fleur dessus sur la couverture. Oh bah je te l'amènerai la prochaine fois. Attends, parce que moi j'en ai lu un autre, une nouvelle que tu as fait dans un recueil collectif sur le voisinage, oui. que j'ai pas mis là. Non. Non, alors Je vous embrasse, c'est une nouvelle un peu longue. Ah ouais. Là, bon, mais isolée. Oui, toute seule, parce que Lunatique publie des textes courts comme ça. Et ça parle d'une relation amoureuse qui est un peu, on pourrait dire, une relation de séduction qui est complexe, qui avance, qui n'avance pas. Bon, et je l'offre à une amie, elle le fait lire à une de ses voisines à Bruxelles, donc la voisine je la connaissais pas, et un jour je vais là-bas et je suis invitée à dîner et la voisine est là. Et elle me dit, mais le mec dont tu parles, c'est pas possible, c'est le mien, c'est mon histoire que tu as racontée. C'est drôle. Et ça c'est... Et là tu te dis, bah oui, là il faut que je continue. Et là ça donne envie de continuer d'écrire. Tu vois, parce qu'elle était, mais... Convaincue. Alors évidemment, tu vois ce que je veux dire, c'était du second degré, mais elle était, le truc elle l'avait pris pour elle, c'était quelque chose qu'elle avait vécu, ce que je décrivais, super. Tu vois. Et ça, je me suis dit, bah ça c'est génial. Moi, ça m'a fait ça quelques fois. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens m'engueulent ou s'engueulent à propos de mes personnages. Ça m'était arrivé pour Le Bruit du rêve. Une nana qui m'avait dit, Milou, c'est une héroïne d'une des nouvelles, m'a dit oh, je l'adore, j'aimerais tellement la rencontrer, ou qui m'avait dit la jeune fille au début, j'avais envie de la secouer. Puis je leur avais dit mais ça n'existe pas ces gens. Enfin, mais si.
Bien sûr qu'ils existent. Et c'est ça qui est quand même le miracle de la littérature, Oui. c'est quand même dingue, quoi. Oui. T'as des Donc, gens qui... Ouais. Bon, question Augustin Trapenard, La Grande Librairie. Oui. Pascal Pujol, est-ce que tu sais pourquoi tu écris? Alors, non, je suis pas capable de. Alors, j'ai fait des ateliers d'écriture au moment où j'ai commencé à écrire. J'ai suivi des ateliers d'écriture chez Gallimard. C'était assez intéressant. Et j'ai d'ailleurs rencontré Leila Slimani avant qu'elle ne prenne son envol. Donc, à un moment donné, on a été à un niveau. Bon, là, il y a un petit décalage. Et à la fin de l'atelier, c'était pourquoi j'écris. Elle a produit un texte. Voilà, qui montrait toute l'ambition qu'elle avait. Et moi, j'ai écrit un truc d'une serpillière pour tourner. Je sais même plus, j'ai dû essayer encore de répondre à côté. Enfin, je sais pas. Je savais pas à ce moment-là. J'ai écrit un peu plus depuis. Et alors, je sais ce que ça me fait quand j'écris et que c'est bien. Si c'est publié, c'est le genre de choses dont on vient de parler. Alors je peux même pas te répondre vraiment parce qu'il m'est arrivé après ces périodes d'écriture assez intenses où sont sortis assez rapprochés finalement le premier recueil de nouvelles, puis Petit Plat, puis un deuxième recueil de nouvelles. J'ai aussi écrit d'autres choses qui n'ont pas été publiées, soit parce que bon, j'ai pas présenté, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé d'éditeur. Et suite à ça, j'ai traversé une période finalement assez longue où je n'ai plus écrit. Et je n'arrivais pas à retrouver ce besoin que j'avais d'écrire quelques années avant. Et ça m'a beaucoup perturbée. Et donc, ça m'a aussi... je me suis dit, il faut aussi être très modeste. Voilà. Et je me suis dit, peut-être que finalement, c'est aussi une période de ma vie, que ce ne sera pas toujours. Donc j'ai été très hésitante sur ma poursuite de carrière, non pas parce que je sentais que à ce moment-là, j'avais visiblement rien à dire. Ah oui, donc tu t'es dit, Oui. à un moment, carrément, je pourrais arrêter. Je me suis dit, il faut être réaliste. Tu n'écris plus rien pas. à dire. Tu n'écris pas. En tout cas, je ne sais pas si j'ai à dire ou pas, mais je n'arrive pas à aligner 3 mots. J'avais des projets qui étaient en cours, qui s'arrêtaient, poum, comme ça. Je les relisais, je disais, ouais, c'est pas mal, mais maintenant, il va se passer quoi dans ce... Ouais. Et donc, il y a eu une période comme ça, un peu beaucoup, creuse. Et puis, doucement, je me suis remis à écrire, mais ça a été un process beaucoup plus douloureux qu'au début, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus lent. Il y avait des grandes périodes de jachère, alors qu'avant, quand j'ai écrit Petit Plat, je l'ai écrit d'une seule traite en 6 mois, tout en travaillant à côté, hein, mais en 7 mois. D'accord. C'est quand même le texte le plus long que j'ai écrit, et celui que j'ai mis le moins de temps à écrire. Un peu euphorique, quoi. Oui, c'est ça, c'était une évidence, quoi. C'était tous les soirs, on écrivait, les week-ends on écrivait, les vacances on écrivait, et hop, le truc était plié au bout de 7 mois. Et ça, je me disais, mais c'est comment j'ai fait? J'avais oublié à ce moment-là la sensation presque physique de ce besoin de... Et quand je reprenais un texte, je le lisais, je m'arrêtais à la dernière ligne écrite et il ne se passait rien. D'accord. Et puis, finalement, j'ai recommencé un texte petit, une nouvelle, et je me suis accrochée, mais en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, j'ai réussi de nouveau à boucler une grande nouvelle. Je l'ai faite lire à 2 amis, mais qui sont dans le monde de l'édition, donc c'était vraiment pas le regard d'amis que je voulais, mais le regard un peu pro. Ils m'ont dit, bon, c'est sympa, mais c'est court ton truc là, c'est pas possible, ça c'est tout serré, c'est tout, il faut que ça prenne de l'ampleur. Bon, j'ai dit non, je peux pas. Et puis, bon, j'ai laissé. Et 1 an après, je me suis dit, ouais, peut-être quand même, allez, on y va. Et j'ai repris ce texte et je l'ai doublé de taille. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les personnages, ils avaient vraiment des choses à dire. Alors que dans la première version, ils étaient dans un carcan, chacun, tout était très ciselé, mais très, très contraint finalement. Et là, quelque chose est revenu. Donc, je ne peux pas te dire en moi ce qui avait changé, c'est impossible. Donc, et pourquoi j'ai repris à ce moment-là? Probablement, j'avais une disponibilité d'esprit que je n'avais pas avant. Mais bon, je ne peux que le dire a posteriori. Et ce texte, je l'ai terminé, et ce texte va sortir très bientôt. Enfin, Nouvel instant promo. Voilà, mais non, pas encore le livre. Voilà, et ce bouquin a trouvé preneur, et c'est le Dilettante qui le reprend. Donc je suis aussi très heureuse, parce que ça m'a redonné confiance
Et voilà, donc c'était quand même... quand je l'ai présenté à l'éditeur, je lui ai amené le manuscrit, il m'a rappelé le lendemain à 11h. D'accord. Pour me dire, allez, hop, on y va. Super. Donc, ça sortira bientôt, là Ouais, enfin début mai. Bon, on va suivre ça. Ouais. Ça marche. Très bien. Qui sont les gens qui t'inspirent? Je sais pas. Je ne sais pas. Que ce soit des gens de ta famille, ton entourage, ou des personnalités. Tu veux dire qui m'inspirent pour l'écriture, hein, ou qui m'inspirent dans la vie? Parce que j'ai du mal à raisonner comme ça. Je suis pas... J'aime plein de gens, mais je pense pas que je pose les choses comme ça. D'accord. Dans la vie en général, je me dis pas, tiens, j'aimerais faire comme machin ou comme bidule, des grands personnages historiques ou des grands auteurs. Non, ça j'ai pas. Et dans l'inspiration d'écriture, je pense que mon expérience d'écriture me montre que tout est inspirant. Mais ça, on s'en rend compte des années après. Il m'arrive de... Attends, j'essaie de me souvenir. Tu es très perméable au monde. C'est-à-dire tu lis, tout ce que tu vois. Oui, il m'est arrivé d'écrire des choses où je suis allée plonger dans un souvenir très ancien dont j'ai fait quelque chose, mais des souvenirs qui sont bien antérieurs à ma vie d'écriture. Des souvenirs y compris d'enfance ou de jeunesse. Ils étaient là, et puis à un moment donné, j'ai eu besoin pour le propos qui était le mien à ce moment-là, d'aller piocher là-dedans. Et ça, je le constate. Et c'est pour ça que quand les gens me disent, ou même moi, en tant que lectrice, je lis un livre, et je me dis, mais qu'est-ce qui est finalement un peu vrai, un peu faux par rapport à l'auteur? Maintenant que j'écris, ça me fait sourire parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose d'un peu vrai, mais qui est tellement digéré autrement, qui est une autre histoire, que c'est de l'inspiration, mais c'est pas de l'inspiration, je vais te raconter ce qui m'est arrivé à tel moment. Simplement, quelque chose va venir ensemencer l'histoire, l'intrigue que je suis en train d'écrire, ou la relation entre deux personnages, qui m'appartient un peu, mais que je vais donner à un personnage, et qui va en faire peut-être autre chose que ce que moi j'ai vécu à l'époque. Et ça, c'est quand on fait qu'on s'en rend compte, enfin d'ailleurs sans vraiment s'en rendre compte. Mais je me dis pas, tiens là, machin, bidule, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait m'aider à écrire un personnage de gentil, de méchant, de femme forte, de je sais pas quoi. Je fonctionne pas comme ça. D'accord. Voilà. Très bien, je te remercie. Quel est ton rapport au succès ou à l'échec? C'est important pour toi ou pas? Un livre qui se vend ou qui se vend pas, est-ce que tu es attentif ou tu dis juste, moi j'ai fait mon job d'écrivain, je passe à autre chose? Ou est-ce que les retours, le succès ou l'échec jouent on peut pas dire que c'est pas, que ce n'est pas important. J'ai écrit des livres j'ai écrit un livre qui a bien fonctionné, et j'en ai écrit d'autres qui ont marché comme peuvent marcher des livres chez des éditeurs confidentiels, indépendants. Alors, chez les indépendants, il y a aussi des livres qui marchent mieux que d'autres. Je pense que mes 2 ouvrages chez Quadrature ne font pas partie de leurs meilleures ventes, et de loin. Pour autant, je les aime, et je... Comment dire, oui, j'aurais aimé qu'ils aient peut-être un petit peu plus de vie, mais bon, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas de... C'est pas non plus un échec, je le prends pas comme une claque, ou... je pense qu'il faut être très réaliste, on en a parlé tout à l'heure. On ne peut pas attendre quand on est édité chez un éditeur indépendant et très confidentiel, on ne peut pas attendre un succès planétaire, c'est pas possible. Donc si on a ça en tête, on est moins déçu quelque part. On peut se dire, tiens, j'aurais pu en vendre 150 de plus, mais on sait que de toute façon, on n'en vendra pas 500, ou en tout cas moins non, et encore moins 3000, et encore moins 5000. Et 1 million? Chez Quadrature, c'est compliqué. Mais non, alors 1 million, tu sais, un best-seller aujourd'hui en France, les plus gros best, c'est 500 000. Ah, ça fait même plus 1 million. Oh, ça fait longtemps qu'on n'est plus au million. Donc non, un Goncourt, ça peut aller... Je ne sais plus combien est-ce qu'elle a vendu l'année dernière, mais c'était pas une très bonne vente, mais elle doit être peut-être à 200 000, tu vois. D'accord. Donc le succès et l'échec, si le fait que
que j'ai moins écrit à un moment et sûrement quand même une réponse au fait que mes précédentes tentatives pour publier un roman n'avaient pas abouti. D'accord. Enfin, entre autres, je pense que c'est venu peut-être avec d'autres sujets peut-être plus personnels, mais c'est venu quelque part et une perte de confiance. Après, oui, j'espère revivre avec le prochain livre quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu avec Petit Plat. Mais comme c'est pas une comédie, que c'est pas la même période, enfin, rien n'est pareil. Ouais. Après tout, ça peut être beaucoup moins ou peut-être mieux, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'écrire. Là, je continue. Là, je suis plutôt dans une période où de nouveau j'arrive à écrire, donc j'en profite. Après, ce qui se passera. Est-ce que tu es du coup attentive à la gestion de ta carrière, entre guillemets? Ou est-ce que tu dis, moi j'écris, je m'en fous, et puis voilà? Ou est-ce que tu fais attention à ça? Je le suis dans le sens où je ne ferai pas d'auto-édition, je ne ferai pas d'édition à compte d'auteur, je ne suis pas très fan des éditeurs qui sont que numériques, donc j'ai plutôt envie de rester dans du livre papier, chez des éditeurs classiques. Bon, Tu as quand même un niveau d'exigence. Oui, après il faut que mes textes soient à la hauteur de mon niveau d'exigence, ils n'ont pas toujours été, j'espère que ça peut reprendre comme ça. Après, ma carrière, je trouve que c'est j'emploie pas ce terme, je trouve que c'est un mot un petit peu fort pour décrire. Mais peut-être que je devrais, je sais pas. Bon. Non, mais c'est une... Non, je considère pas tout à fait. Alors c'est vrai, j'ai quand même 10 ans d'écriture et 4 livres publiés, un qui va sortir et 3 recueils de nouvelles collectives auxquels j'ai participé. Donc j'ai quand même une petite œuvre. Non, mais c'est ça. Voilà. Mais finalement, il y a aussi, quand on regarde chez qui j'ai publié, il y a quand même une sorte de fidélité aussi. Ouais. Les collectifs, c'est toujours Antidata. Les nouvelles, ça a été Quadrature. Comme tes employeurs. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de l'ordre de... Alors peut-être que quand on écrit, on s'inscrit aussi dans quelque chose qui est un peu une ligne et qui finalement va plaire toujours aux mêmes éditeurs, peut-être. Même si j'avais proposé d'autres choses aux dilettantes qui m'ont refusé. Donc ils ne sont pas non plus... Ah, donc t'es pas rancunière? Bah non, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être rancunier? Je suis très heureuse d'y retourner, donc non. C'est un éditeur qui est au moins très clair. Quand il aime. Et qui que tu sois, il te prend. Premier auteur, il a des nouveaux auteurs qui ont dépassé la soixantaine, ça ne gêne pas que ce soit un premier roman. Voilà, il ne cherche pas le profil marketing. Donc rien que pour ça, je trouve que ça se respecte tellement par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc non, je ne suis pas rancunière et voilà. D'accord, tu n'es pas préoccupé par ta carrière, ou c'est pas. Tu as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Tu as dit que tu avais carrément un moment songé, pourquoi pas, à arrêter. Donc c'est-à-dire que pour toi, écrire, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas une vocation. C'est pas un truc que tu as dit, je peux pas faire autre chose qu'écrire. Bah, disons que j'étais obligée de me dire ça parce que c'est ce que je constatais, je n'arrivais pas à écrire. Donc je suis partie de la réalité et je me suis dit, bah, si cette réalité se poursuit, il faut que j'accepte l'idée que peut-être je ne pourrai plus écrire. C'est pas une réalité contre laquelle tu peux, enfin en tout cas moi je me sentais pas en capacité de lutter contre parce que je sentais bien que c'était pas juste aujourd'hui j'ai pas envie d'écrire, demain ça ira bien. Là c'est ce que je vis, c'est-à-dire que j'ai du boulot, il y a des jours où j'ai envie d'écrire, bon bah je me dis non là j'ai pas de temps machin, mais le truc est toujours là. D'accord. Non, ce que j'ai vécu à un moment donné c'est que je ne pouvais plus écrire, je n'avais peut-être rien à dire ou je ne savais plus le faire, je ne sais pas. Donc c'est de ce constat que je partais pour dire que peut-être je n'écrirais plus. Parce que je pense qu'il faut être réaliste aussi. Alors j'avais l'envie de pouvoir continuer. Ouais. Donc mon idée c'était de me dire bah, quand est-ce que ça va repartir. Mais j'avais plus d'idées, j'avais plus de... je me disais mais comment t'as fait pour toutes ces nouvelles, notamment les nouvelles qui sont toujours des histoires différentes. Je me disais mais comment t'as trouvé où tes trucs là, C'est terrible ça. Ouais, et alors c'est pas très agréable à vivre, mais je pense qu'il faut l'accepter. Enfin, dans mon cas je l'ai accepté, je me suis dit bon bah... C'était une très longue jachère et j'étais contente d'en sortir. Mais comme je l'ai vécu une fois, je me dis qu'il faut être aussi attentif. Peut-être ça peut recommencer ou peut-être pas. Mais la vocation, je sais pas. Vocation, je trouve que c'est des grands mots. Je suis toujours un peu timide. Pas timide, mais réservée sur ce genre de truc. Tu vois, de vocation, je ne sais pas. Comment on dit le complexe de l'imposteur?
Non, c'est pas ça non plus, c'est juste peser les choses. Voilà. Peut-être que si c'était ma vocation, je sais pas, peut-être que j'aurais pas un autre métier, peut-être que j'aurais une autre vie, j'en sais rien. C'était quoi ma vocation d'ailleurs, je sais pas. Est-ce que c'était d'être journaliste? Est-ce que c'était de changer de métier? Est-ce que ma vocation c'est de pouvoir changer plusieurs fois dans ma vie de métier? Peut-être. Voilà, donc le sujet de la vocation ne me parle pas tellement en fait. D'accord, ouais. À quel moment tu t'es sentie écrivaine? Premier texte publié, tu arrives à dire je suis écrivaine, tu as dit je suis autrice, ou il t'a fallu du temps? Est-ce que... Je n'ai pas le souvenir précis. J'en parle pas forcément quand les gens me connaissent pas, si tu veux, c'est pas le truc que je dis en premier. Quand on me dîner en ville, et toi tu fais quoi? Je dis je suis consultante. D'accord. Alors, les périodes où j'écrivais pas, j'avais pas. Voilà, évidemment, je vais plus facilement dire que j'écris dans les moments où il se passe des choses. Donc j'en parle volontiers, mais c'est pas une sorte de pudeur en fait. C'est pas du tout un syndrome de l'imposteur parce que si on n'arrive pas à le dépasser, on peut rien faire. Si on se dit que tout a été écrit, que de toute façon, si tu commences à mettre le doigt là-dedans, tu peux pas écrire. Donc ça, je l'ai mis de côté. Mais pour autant, je reste assez pudique et je peux pas dire que ça soit que je me mette en avant avec ça. Peut-être que je devrais plus, je sais pas. Ah, mais c'est la vraie question. Moi, tu vois, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à dire tu fais quoi? Je suis écrivain. Maintenant, je peux le dire, mais il m'a vraiment fallu, tu vois, j'ai sorti 8 livres, j'ai fait 3 pièces. Enfin, il m'a vraiment fallu du temps. Alors, je connais quelqu'un qui a publié un bouquin, immédiatement, il arrive, il dit je suis écrivain. Alors, dans la mesure où j'ai un métier où je suis salarié à côté, c'est plus compliqué. Toi, finalement, tu es plus libre. Je peux difficilement dire. Je peux pas considérer que mon métier est tellement un métier prenant aussi, c'est pas qu'un métier alimentaire, c'est aussi un métier d'investissement. Donc je peux pas complètement dire oui, je suis écrivain et à côté je fais un boulot pour gagner. Voilà, je trouve que ce serait pas tout à fait juste. Mais c'est vrai que je sais pas à quel moment. Peut-être avec la sortie de Petit Plat, ça a dû quand même. Prendre plus facilement tournure et j'étais plus capable de le dire parce que je rentrais un peu dans la cour des grands. D'accord. Pascal, c'est quoi les prochains rêves que tu as encore à réaliser? Ah, les prochains rêves. Déjà, si on parle juste d'écriture, ça serait déjà de bien avancer parce que là, j'ai quand même réussi à avoir 2 manuscrits en cours qui me plaisent tous les deux et donc tous les 6 mois, je bascule de l'un à l'autre parce que tout d'un coup, il y en a un qui donne plus urgent. Donc c'est sûrement pas la manière la plus futée d'écrire, mais donc j'aimerais bien les terminer. Les rêves, je ne sais pas. Je suis très rêveuse effectivement, mais je crois que j'adore avoir du temps pour moi. Pour autant, je ne peux pas dire que je rêve d'être à la retraite, mais je ne sais pas ce que j'en ferai le jour où j'y serai. J'ai expérimenté des époques de ma vie où j'avais beaucoup de temps et j'écrivais peu, donc je ne suis pas sûre que le temps égale un best-seller. Je crois que j'aime juste tracer mon chemin et c'est des petits rêves au quotidien en fait, tu vois, des choses d'être bien, d'avancer dans ce que je fais, beaucoup autour de mes amis, enfin c'est... T'es bien, t'es à ta place, ouais. Oui, je crois. Oui. Tu te regardes pas en train d'écrire? Oh non. Non, du tout. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est... D'accord. Non. Comment tu écris? Tu peux me donner quelques trucs? Est-ce que c'est le matin, le soir, c'est à la main, c'est non, à l'ordi? déjà c'est pas à la main, ça fait longtemps que même une lettre c'est compliqué. On va entrer dans le bureau de Pascal Pujol. J'écris... Alors si j'ai une journée entière, je ne peux pas écrire 8 heures d'affilée, mais si j'ai une journée entière et que je m'y consacre à partir quelque part dans la matinée, ça sera sûrement la journée la plus efficace, même si à 14-15 heures, je suis rincée, quoi. Donc tu peux écrire 3, 4, 5 heures d'affilée? 3 heures, je dirais, et après faire un break, mais 5 heures sont vraiment... Non, c'est pas... Il faut que je me lève, il faut que j'aille faire du thé, il faut que j'aille manger un petit truc. Mais comme je suis quand même à temps plein, j'ai été longtemps à temps partiel et maintenant je suis de nouveau à temps plein dans mon travail, ça veut dire que ces journées-là, ça peut être le week-end, les vacances. Donc c'est pas toujours si simple.
J'écris parfois le soir, mais il faut que j'ai une journée très tranquille, parce que si j'arrive avec tous mes soucis, tous mes sujets de travail, et que j'ai que 2 heures, c'est pas très efficace. J'écris très bien au bureau, en fait, ça fait sourire tout le monde. Au bureau sur ton lieu de travail? Ouais. Ah, c'est drôle ça. Ben, j'y écris bien parce que je pense qu'autour de moi, les gens travaillent. Bon, je suis dans un bureau où je suis seule en ce moment, donc je ne suis pas très dérangée, mais l'ambiance est quand même, il y a des plateaux, des bureaux à côté, les gens sont dans une activité de travail. Et du coup, ça me dit que moi aussi, quand j'écris, je travaille. Alors que chez moi, Ah, c'est drôle ça. chez moi, alors j'écris aussi chez moi, bien sûr, ou sur mes lieux de vacances, mais je vais être plus facilement, je peux me lever, c'est un peu le sujet du télétravail en fait. Tu vas étendre la machine parce que finalement tu t'es dit que c'était bien de, voilà, donc oui, tu travailles, mais après t'attends, je sais pas, t'as un mec qui vient te livrer un truc, tu te lèves, tu vas chercher. Donc c'est les bons côtés, mais en même temps, t'es un peu coupé de temps en temps de ton élan. Mais j'écris aussi chez moi, bien sûr. Je pense que ce qui est important finalement, alors si j'avais bien une espèce de vision un peu romantique avant d'écrire, c'était l'idée de le petit endroit adorable avec la jolie vue, c'est une petite maison, je ne sais où. Et en fait, je pense que c'est pas ça qui fait ce que t'écris, quoi. C'est juste que tu as besoin de tranquillité. Finalement, si tu as une belle fenêtre ouverte sur un truc magnifique, moi qui suis je suis un peu, comment on dit, rêveuse, mais aussi contemplative. Donc tu me mets devant un beau paysage, tu peux me poser, je peux ne pas bouger. Donc c'est pas... Tu sais qu'on appelle